Bonjour à vous passionnés de crochet et bienvenue dans cet épisode numéro 43. Exceptionnellement, nous n'avons pas d'invité aujourd'hui parce que c'est les vacances dans la zone dans laquelle je me trouve. C'est vrai que les interviews me prennent énormément de temps et je voulais quand même vous faire un épisode, alors je l'ai fait un petit peu différent pour que vous puissiez avoir de quoi crocheter, de quoi vous occuper pendant votre crochet et que vous ne m'oubliez pas. Si je ne suis pas là un dimanche, je suis sûre que la moitié de la communauté m'oublie. Alors voilà, je m'accroche et je fais un épisode différent, mais j'en fais un quand même. Si vous ne connaissez pas ce podcast et que vous le découvrez, n'hésitez pas à cliquer sur différentes vidéos de ma chaîne. Vous y trouverez des tas d'invités très intéressants et des tas d'astuces, de techniques, d'infos, de petits temps sympas et agréables pour vous accompagner tout en crochetant. Alors, c'est les vacances, oui, mais j'ai quand même un petit peu travaillé pour cet épisode. On va commencer par un mail que j'ai reçu d'une auditrice qui s'appelle Cécile et qui était complètement perdue à la vue d'un diagramme qu'elle a croisé sur Internet. Un diagramme qui n'a pas trop de sens au premier abord quand on le regarde comme ça, mais qui peut avoir plus de sens si on essaie de tout déchiffrer. Alors, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer. Si ça ne vous intéresse pas, vous voyez sous la vidéo différents chapitres, zappez cette partie. Ça vous évite d'avoir les explications d'un diagramme qui ne vous parle pas. Si ça vous intéresse, prenez des notes parce que ça pourra vraiment vous aider à lire des diagrammes qui sont un peu plus complexes que ce que l'on a l'habitude de voir au quotidien. Un grand merci Cécile pour ton mail. N'hésitez pas à me contacter via le lien de contact qui s'appelle le courrier des auditeurs. Regardez, la preuve en est, je vous réponds dans un épisode ou bien je vous réponds en privé si cela est plus privé. C'est à ça que ça sert. Donc c'est parti pour une explication de diagramme biscornu, on va dire. Alors, on va essayer de déchiffrer tout ça ensemble. Donc ici, vous avez le départ, donc c'est un cercle. Vous avez le départ qui est avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et le petit pont, là, ça veut dire que c'est une maille coulée qui ferme le rang. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ça, c'est pour faire la double bride. On voit que c'est des doubles brides parce qu'elles ont 2 traits. Donc, les 4 mailles en l'air, plus une maille en l'air et une double bride, maille en l'air, double bride, que je vous conseille de piquer dans le centre. Et vous faites ça donc 15 fois. Vous finissez par une maille en l'air et par une maille coulée dans la 4e maille en l'air de début de rang. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans les diagrammes. Comme il y a 2 mailles en l'air en début de rang, j'en déduis que ce sont des demi-brides, puisque normalement c'est 2 mailles en l'air pour les demi-brides. Ce qui me surprend, c'est qu'elles soient aussi épaisses. Donc, je suis partie sur l'idée des demi-brides simples, mais peut-être que c'est un bloc de 3 demi-brides par exemple, ce qui me semble quand même surprenant. Donc, on va rester sur de la demi-bride simple. Vous faites tout un rang de demi-brides que vous terminez par la maille coulée qui est représentée par le petit pont. Tour 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça, c'est pour remplacer la bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Bride, 3 mailles en l'air, bride, et à chaque fois, il faut sauter 2 demi-brides. Et on fait tout le tour ainsi. Par le petit pont, on fait la maille coulée. Ensuite, on va faire, j'ai l'impression que là, vous pouvez faire une autre maille coulée pour aller dans l'arceau. Ensuite, on va faire pour le tour 4, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, qui est l'équivalent d'une double bride. Et ensuite, 1, 2, 3 double brides que vous fermez ensemble. Donc, vous ne terminez pas les doubles brides et vous les fermez ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans l'arceau suivant, 4 doubles brides fermées ensemble. 1, 2, 3, 4. On répète tout le rang et on ferme par une maille coulée. Le tour 5, j'arrête pas de dire rang, mais ce sont des tours. 2 mailles en l'air. Et alors là, ça va commencer à se compliquer un petit peu. Donc vous faites vos brides dans l'arceau, pas besoin de piquer dans chaque... sinon, c'est pas forcément joli, donc vous piquez là, plus la dernière, vous la piquez en haut des 4 doubles brides du rang précédent. Et là, vous allez faire 1, 2, 3, vous faites des mailles en l'air là. Hop, que vous rattachez ici par une maille coulée. Comme ça, elle est accrochée. 2 mailles en l'air. Et là, dans chacune des mailles en l'air, vous faites une demi-bride. Moi, je ferai pareil. Je ne ferai pas dans les mailles en l'air, mais dans le centre pour que ça fasse joli. Voilà, une fois que vous êtes là, vous reprenez dans cet arceau vos demi-brides. Vous allez jusqu'ici. Et ici, vous faites vos mailles en l'air que vous fermez par une maille coulée. 2 mailles en l'air et vous faites vos demi-brides. Et vous faites ça tout le rang.
Une fois que ce rang est terminé, vous finissez par une maille coulée sur les 2 mailles en l'air de début de rang. Une autre maille coulée ici pour aller sur cette demi-bride là. Et le tour 6, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, plus une bride juste ici. Donc il faut en sauter 2, une bride, 2 mailles en l'air, on en saute une bride, 2 mailles en l'air, on en saute une bride. Vous faites tout le tour. Ici, vous en sautez plusieurs pour aller directement sur l'autre arceau. Et c'est là que ça continue à se compliquer. Quand vous êtes là, quand vous avez fait vos brides de mailles en l'air, il faut exactement le suivre en fait, hein, les 2 mailles en l'air, les brides. J'ai peut-être dit une maille en l'air précédemment, mais c'est bien 2 mailles en l'air. Ici, quand vous êtes à cette bride-là, vous faites 10 mailles en l'air. Elles ne sont pas mises pour que ce soit plus clair, mais il y a le chiffre qui nous l'indique. 10 mailles en l'air, que vous fermez ici par une maille coulée, parce qu'on retrouve notre pont, 2 mailles en l'air, et dans cet arceau, vous faites donc 10 demi-brides. 2 mailles en l'air, et vous reprenez vos brides de ce tour-là, ici, 2 mailles en l'air. Bride, 2 mailles en l'air, bride, en sautant bien comme c'est indiqué. Vous continuez, et là, c'est reparti. Et là, c'est reparti. Quand vous êtes ici avec votre bride, vous faites vos 10 mailles en l'air, que vous fermez par une maille coulée, 2 mailles en l'air, vos brides, et vous reprenez ici. Il n'y en a que 4. Je vous conseille de mettre un marqueur sur les 4. Vous terminez donc votre rang ici, avec une maille coulée. Et là, on va faire donc la maille coulée est ici, 1, 2, 3 mailles en l'air, une demi-bride entre les 2 brides du rang précédent, 3 mailles en l'air, demi-bride, bon, là, rien de compliqué. Et ici, vous suivez les arceaux que vous avez fait tout à l'heure, donc vous faites votre demi-bride, 3 mailles en l'air, demi-bride, vous les suivez eux, hein. Vous continuez tout le tour et vous terminez par une maille coulée ici. On en est au tour 8. 2 mailles en l'air, plus 3 mailles en l'air et une bride dans cet arceau. 2 mailles en l'air. Et là, c'est pareil. Je vous conseille de mettre dans les arceaux là qui sont notifiés des marqueurs, donc dans le tour précédent. Parce que là, vous faites 2 mailles en l'air et ici, vous faites une bride avec 5 jetés. Okay, comme la double bride, mais x 5. Donc, vous faites 5 jetés que vous venez prendre ici. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Vous faites une bride avec 5 jetés que vous piquez ici. 2 mailles en l'air. Une bride avec 5 jetés que vous piquez ici. L'idée, c'est que ça fasse ce côté croisé. 2 mailles en l'air dans cet arceau. Une bride. 3 mailles en l'air, demi-bride. Et voilà. Ça continue comme ce que je viens de vous expliquer. Vraiment, je pense que cet ouvrage est compliqué et qu'il faut mettre des marqueurs pour ne pas se prendre la tête à recompter, recompter et recompter. Quand vous terminez votre tour, vous le terminez par une maille coulée. Et là, c'est 3 mailles en l'air. Et vous faites tout le tour des brides. Là, par contre, alors, personnellement, je piquerai quand même en dessous, pas dans les mailles. Mais si vous voulez vous y retrouver, comme c'est une bride par maille, c'est peut-être plus facile. Attention au piège du coin. Là, il faut vraiment piquer en dessous, parce que là, vous en faites plusieurs pour que ça puisse tourner. Je ne sais pas si donc il a été trouvé ici, hein. Je ne sais pas si ce diagramme est juste, puisque j'ai commencé à le faire pour voir ce que ça donnait, et ça me semble bizarre. Ceci dit, ça peut s'arranger au fil des rangs, ça peut s'élargir. Peut-être que la façon dont c'est fait est bizarre, puisque ce sont ces demi-brides que je n'arrive pas à définir si elles sont seules ou s'il y en a plusieurs au même endroit. Ça me paraît bizarre qu'il y en ait plusieurs au même endroit parce que ça se serait notifié comme ici. Mais comme on n'a pas la légende, voilà pour la traduction de ce diagramme avec mes connaissances et la façon dont j'aurais procédé. Peut-être que vous avez des conseils à donner à Cécile qui m'a envoyé ce mail. N'hésitez pas à commenter pour lui donner. Mais voilà l'idée de base pour lire un diagramme qui semble très complexe. Eh bien, j'espère que je vous aurai appris quelques petites astuces pour déchiffrer certains diagrammes qui ne vous parlent pas du tout, qui peuvent vous plaire et où vous vous dites, mais bon sang, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, en principe, c'est quand même plutôt bien conçu, hein. C'est rare qu'on tombe sur des diagrammes sans aucun sens. Donc, voilà pour cette partie. On va continuer bien avec le défi créatif et avec les cœurs que vous m'avez envoyés. Bon, alors à chaque fois, je fais des vérifications plusieurs fois en espérant n'oublier personne. Mais hélas, il arrive que une ou deux créatrices passent à la trappe. Si c'est le cas, j'en suis sincèrement désolée. J'espère vraiment toutes et tous vous nommer et montrer vos jolis cœurs croisés. En tout cas, un grand merci d'avoir participé à ce défi une fois de plus, qui est un défi très réussi. Ça vous a plu?
Alors, le premier est celui de Max Lowlife qui a réalisé ce cœur avec du bleu, qui est parti sur différentes nuances de bleu et qui rend très bien. On a ensuite, alors, comme habituellement, Amélie Meuly qui nous fait la plus petite taille possible avec ce cœur en 0,26 mm qu'elle a fait en 2 fois et qu'elle a rembourré ensuite pour faire un petit cœur en 3D. C'était aussi une très bonne idée que je ne vous ai pas proposée, mais l'idée était très sympa. Vous auriez pu faire un très gros cœur coussin par exemple avec un très gros coton, ça aurait pu être très joli. Donc voilà celui-ci en 0,26 mm. Je le redis parce que c'est vraiment incroyable cette taille, ça me semble infaisable personnellement. Nous avons celui de Anna Stabot qui est un cœur avec des couleurs très chouettes, hein, ce marron foncé avec ce beige et puis la petite finition dorée, très très jolie aussi. On continue avec le cœur de Letty Moa qui est parti sur des bordeaux rosés et qui est aussi très joli. Vraiment, vos cœurs sont superbes. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de doré aussi sur le bord, donc ça rend très très bien. Ginou Crochet est partie avec du bleu et du blanc, et alors elle nous met l'eau à la bouche avec tous ces petits chocolats, mon chéri, tout autour. Donc un cœur de plus. On part sur des couleurs complètement différentes avec le cœur de l'Atelier Nuage. Et alors là, l'idée me plaît beaucoup de faire un cœur assorti à la tasse que l'on va poser dessus. C'est vraiment une très bonne idée. Vous pouvez du coup vous faire tout un ensemble. Si vous avez un petit service de tasse pour offrir le thé et que vous sortez vos sous-verres, vos sous-tasses, on va dire plutôt, en crochet assortis à chaque tasse, c'est quand même drôlement la classe. Noémie Dibili nous a fait un cœur rose clair et rose foncé avec un contour blanc. Un grand merci Noémie d'avoir réalisé ce défi. Anso est partie sur une matière que je n'avais pas encore croisée au niveau des cœurs. Ça fait un petit peu type ficelle ou toile de jute, vous voyez ce style. Ça fait très naturel et j'aime beaucoup aussi. Ça c'est très joli, ça rend super bien. Donc bravo Anso pour cette participation. Emma a fait un cœur dans les tons rose et violet. Alors la particularité de son cœur que je n'ai pas encore croisé, c'est que le tour n'a pas la même couleur. Il y a une partie rose et l'autre partie mauve. Ça donne un petit côté yin-yang à sa création, c'est pas mal. Nous avons les loisirs de Sèvres qui fait la course avec Amélie Meuly sur la taille du fil. Celui-ci est crocheté en 1,50 mm. Alors je les ai pas mis côte à côte parce que je les ai postés dans l'ordre d'arrivée. Donc voilà aussi un tout petit cœur très mignon. On continue avec Cham Crochette qui est parti sur du fil chenille. Alors ça c'est pour ça que j'adore ces défis. C'est parce que vous partez toutes dans des couleurs, dans des fils différents et ça rend ce défi riche et intéressant par le côté diversifié de la chose que j'aime beaucoup. Cham Crochette a aussi fait le choix de faire une bordure bicolore, donc c'est très très joli. Un grand merci pour toutes ces créations. Lors de la rencontre crochet qui a lieu le premier mardi du mois, donc à Pélussin, maintenant vous le savez, donc cette rencontre crochet qui est bien agréable, eh bien j'ai pu voir que certaines filles du club, c'est dommage, je n'avais pas ramené le mien, mais avaient fait des cœurs également. Donc vous voyez celui d'Amélie Meuly qui est là, de Noémie Dibili, et il y a, si je ne me trompe pas, ça doit être celui de Nini qui nous suit, de Nicole. Donc voilà les cœurs des filles du club de crochet du mardi. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. J'adore ces défis, j'adore recevoir vos créations les unes après les autres avec des façons de faire différentes. Je trouve ça vraiment génial. Je vais me creuser la tête pour la prochaine création. J'attends quand même vos avis, vos idées, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour qu'on puisse tous et toutes s'y mettre. Alors, on va passer à cette histoire de crochet qui est un peu surprenante. J'avoue avoir découvert tout cet univers que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est le crochet hyperbolique. Alors déjà, vous pouvez me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous connaissez ou pas, que je sache si... si ça vous parle. J'aurais dû faire un petit sondage. Je le ferai peut-être à l'occasion.
Donc le crochet hyperbolique, je pense que vous connaissez, on en a vu quelques-uns sur internet, ce sont comme ces chouchous, ces élastiques qui se faisaient beaucoup à un moment. Donc vous prenez un élastique pour cheveux, vous faites des mailles serrées tout autour et ensuite vous faites des tonnes et des tonnes d'augmentation, vous faites des brides ou des doubles brides pour que ça soit un peu plus grand, mais vous en faites peut-être 3 par maille et ça va vous faire toute une vague, une ondulation autour de l'élastique et ça va faire un joli chouchou. Donc voilà ce qu'est que le crochet hyperbolique. Ce sont des formes ondulées, presque vivantes. On a une impression de mouvement et c'est assez rigolo comme style de création parce qu'on peut faire des choses avec complètement dingue. Donc cette technique, elle est très facile à mettre en place. Il vous suffit de faire des tas d'augmentations au fil des points. Plus vous faites d'augmentations, plus ça va friser, plus ça va s'enrouler et plus vous êtes dans le crochet hyperbolique. Alors pourquoi on utilise le terme hyperbolique? C'est un terme qui vient de la géométrie et c'est une façon de décrire une surface qui n'est ni à plat, ni comme une sphère. C'est ni quelque chose de plat, ni une boule, mais plutôt ça a une idée de selle de cheval, c'est-à-dire que c'est courbé vers l'intérieur et l'extérieur en même temps. Donc c'est assez surprenant. Et donc en crochet, comme on augmente beaucoup les mailles, eh bien ça s'enroule de plus en plus et ça devient une surface hyperbolique comme en mathématiques. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que ça va donner une forme qui va ressembler à des algues, à des coraux, même à certains champignons. Donc cette technique de crochet hyperbolique, elle a été un petit peu popularisée par Margaret et Christine Wertheim, qui sont des jumelles et qui font beaucoup de crochets et qui ont mis en place toute une exposition autour du récif corallien. Leur idée, c'est de sensibiliser au réchauffement climatique et à la disparition des récifs coralliens. Donc c'est pour ça qu'elles ont fait toute cette expo, qui va de musée en musée, puisque cette expo était en 2022 en Allemagne, puis en 2023 aux États-Unis. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à suivre leur parcours. En fait, à chaque fois, il faut déplacer toute l'expo. Et quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais c'est quand même complètement incroyable. Donc on peut voir ces récifs énormes. Alors il faut se dire que ça, c'est du crochet. Ça veut dire que chaque petite plante, chaque petite algue a dû prendre des heures et des heures à faire en crochet. C'est très coloré, c'est très bien mis en scène, bien sûr. Dans les musées, c'est royal. Et quand on voit différentes images, on voit que eh bien, ça va, oui, dans tous les sens. Donc c'est très intéressant et elles ont fait quelque chose d'assez énorme et très impressionnant. Et puis je suis allée voir si vous en aviez fait quelques-unes également, si on pouvait trouver des créations de ce type sur Internet. Et j'ai trouvé, bien sûr, j'en ai trouvé des tas. Alors, il faut faire attention, il faut se méfier à l'intelligence artificielle qui adore faire du crochet hyperbolique. Donc, à vous de sortir vos yeux de crocheteuse et vos lunettes et de bien regarder si vous voyez des choses bizarroïdes. Enfin, là, je pense vous avoir trouvé des petites créations qui sont faites à la main. Donc, il y a cette sorte de grosse algue bleue. Il y a aussi ces suspensions qui sont très jolies dans un appartement très, très moderne. Ça rend super bien, ça le fait bien. J'ai trouvé plus simple avec ce poisson qui a des nageoires en crochet hyperbolique. Donc, c'est là où vous avez peut-être déjà utilisé cette technique. Il y a aussi des sortes de chapeaux, de déco. Enfin bon, voilà, il y a un côté quand même très contemporain et art déco sur ce type de crochet. Et je vais finir ce sujet de crochet hyperbolique avec ce mur d'algues, donc réalisé par Margaret et Christine, qui est vraiment pour nous crocheteuses complètement hallucinant. Alors j'ai pas pu vous trouver une photo où il y a quelqu'un devant, mais une personne de taille moyenne arrive au milieu un petit peu plus haut que le milieu. En fait, on va dire que ce mur, c'est quand même très très impressionnant et c'est un travail colossal. Donc voilà pour ce crochet hyperbolique. J'espère vous avoir fait découvrir une fois de plus quelque chose de nouveau parce que c'est, enfin nouveau oui et non puisque ce sont des techniques que l'on peut utiliser, mais le terme et d'où il vient. Donc c'est deux jumelles passionnées qui, au travers de leur crochet, font passer un message de protection de la planète. C'est très intéressant. Et voilà, on va continuer sur cette lancée. Alors, j'ai oublié de vous présenter ma dernière acquisition chez Mood. Alors, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux.
j'ai reçu un nouvel étui à crochet qui est très sympa. Je vous ai préparé une petite vidéo pour vous le présenter. Sachez que le concours pour avoir sa pochette, son étui crochet offert est toujours d'actualité. Il se termine très bientôt puisque le tirage au sort sera dimanche prochain, donc dans le prochain épisode podcast. Vous avez été très patient et patiente pour attendre. Ben voilà, ça va tomber là. Je suis très contente et il me tarde d'annoncer à la personne qui sera tirée au sort qu'elle a remporté cet étui parce que j'ai eu énormément de commentaires positifs sur ce concours et je vous en remercie beaucoup. Donc passons sur la présentation de ce nouvel étui, que vous puissiez le voir d'un peu plus près. Alors comme vous le savez, le 9 mars, je ferai en direct pendant le podcast le tirage au sort de ce bel étui Maud. Vous avez déjà été plus d'une centaine à participer à ce concours. Je vous conseille de continuer, d'essayer, de tenter votre chance. Rien n'est gagné puisqu'il s'agit uniquement d'un tirage au sort. Donc c'est la chance qui parle. Ne vous dites surtout pas, c'est fichu, ça fait trop longtemps que ça a commencé, je n'ai aucune chance, puisque le tirage au sort va se passer comme ça. Voici la boule avec déjà toutes vos participations. Je vais mettre la main dessus, je vais mélanger tout ça et tirer au sort un petit papier. Voilà, donc tentez votre chance et devenez l'un de ces papiers. En attendant, quelqu'un vient de sonner à la porte. Et c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est le facteur. Et il m'a envoyé cette petite pochette avec ce nom que j'adore, que vous avez certainement reconnu. Voyons ce que j'ai reçu. C'est Noël avant l'heure. Alors voilà tout ce que j'ai dans cette petite pochette, que du bonheur. Des petits, tout ce qu'il faut pour bosser en fait, des petits accessoires. Et alors cet étui m'a tapé dans l'œil grandement. Je pense que ça va me changer la vie. Un super étui qui est tout aussi beau que l'autre que j'ai mis en jeu et qui va être très pratique. Regardez-moi ça. De quoi ranger tout mon matériel, tous mes crochets, tout ce dont j'ai besoin pour faire toutes les créations que je vous montre sur Internet. Alors, vous vous demandez à quoi servent ces petits accessoires. Je vous montre ça dans une minute. Bon, voilà, je me le suis un petit peu approprié. Alors, j'ai mis tous mes crochets qui rentrent super bien. Ici, j'ai puni le crochet tulipe qui n'a rien à faire au milieu de mes crochets clover. Des critériums. Là, le petit étui à ciseaux qui permet que les ciseaux pointus s'abîment, abîment surtout l'étui. Donc ça, c'est très bien conçu. Ici, j'ai accroché tous mes marqueurs de maille. Alors moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise énormément et je trouve ça intéressant qu'il y ait cette fermeture éclair. J'avais vu qu'il y avait ces poches. Alors bon, j'ai mis des petites bricoles qu'on met habituellement. Pour moi, en plus, je me mets de la crème pour les mains, des petits trucs perso dedans. Si on ouvre ici, on a encore de la place. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, moi, j'ai mis ma petite truc pour prendre des photos. Vous pouvez mettre aussi, je pense que c'est conçu pour ça, vous pouvez mettre des papiers. Une feuille d'un tuto, par exemple. Vous glissez votre feuille et elle est protégée. Donc, c'est assez intéressant. Là où j'ai été très surprise, c'est qu'ici, il y a aussi des poches. Donc, on peut glisser d'autres choses pour ranger, des étuis. Enfin, on peut glisser ce qu'on veut. Et c'est très pratique. Il y a des poches partout. Et donc après, ça se plie en deux pour le ranger. Voilà. Et puis, vous en faites un petit rouleau. Et à l'arrière, ça, c'est très bien conçu. Soit vous mettez peu d'affaires, vous pouvez le clipser ici. Sinon, vous faites votre bouton pression de ce côté. Et voilà, hyper pratique. Vous pouvez l'embarquer n'importe où. Vous avez tout votre matos. La façon dont c'est conçu, ça, personne ne sort. Aucun crochet ne veut prendre le large. Je trouve ça assez pratique quand on veut travailler. On sort son étui, on a tout ce qu'il faut à portée de main. Et puis, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. J'avais acheté un petit sac, celui-ci, que je trouve aussi très bien. Du coup, que j'ai vidé, donc il n'a plus beaucoup d'allure. Mais il est aussi très pratique pour mettre tous vos crochets, toutes vos bricoles. Le souci, c'est que la laine ne rentre pas forcément... Vous pouvez faire rentrer 2 pelotes, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours des gros ouvrages avec beaucoup de laine, beaucoup de coton différents. Donc, je me suis dit que ce côté étui allait être pratique pour pouvoir le mettre dans un cabas avec mon ouvrage très gros. Donc, je mets mon étui, mon cabas et j'ai tout ce qu'il faut à portée de main. Alors que là,
c'est plus petit. Après, celui-là, il est vraiment super également. Vous le fermez. Quand vous bossez, vous ouvrez les deux côtés. Ça reste droit et vous pouvez travailler. Donc, il est aussi très bien. Passons un peu au sujet qui fâche. Celui-ci est à 105 €, il me semble. En toute sincérité, moi qui l'utilise tous les jours, ça les vaut. Ça les vaut clairement. Tout est nickel. C'est vraiment très, très chouette. Là, je vais le reconvertir en sac à main, je pense, avec pareil des crochets que je garderai comme ça sur moi. Et mon portefeuille va très bien rentrer dedans. Mon téléphone, mes lunettes, c'est parfait pour que ce soit rangé et organisé. Et celui-ci, je vais l'utiliser pour travailler. Alors lui, il est à 145 €, mais avec une promo en ce moment sur le site internet de Mood et il est à 123 €. Il est aussi très pratique, je pense. Sachez que c'est de la qualité, j'ai tout expliqué précédemment, avec du bon cuir, tout ce qui va bien. Il y a un côté éthique de la marque. Donc c'est vrai que ce sont des produits que je conseille parce que je les trouve super pratiques et super beaux et qui sentent bon. Voilà pour cette petite présentation. Donc, si vous avez envie de vous offrir une pochette Mood, n'hésitez pas à venir me voir avant si vous vous demandez, tiens, comment celui-ci fonctionne, qu'est-ce qu'il a exactement. J'ai tellement ratissé leur site internet que je le connais plus ou moins par cœur et je pense pouvoir être de bons conseils si besoin. Eh bien voilà, on va terminer avec votre foire aux questions. Je suis contente, j'ai l'impression d'être un peu l'invitée de cet épisode. Les questions sont pour moi, donc c'est parti pour les questions que vous m'avez posées. Alors déjà, merci à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu de m'envoyer des questions. C'est vrai que souvent, on n'a pas trop d'idées. On se dit non, c'est bon, je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé à construire cet épisode. Quand je vous lance ce type de demande, posez-moi une question, peu importe laquelle, sur le podcast. Allez-y, cherchez un petit peu. Je suis sûre qu'il y a une petite question que vous vous posez. Et le fait de m'envoyer ça m'aide à créer et à construire un épisode. Donc, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui l'ont fait. Alors, je vais y répondre dans l'ordre dans lequel je les ai reçus. On commence avec celle-ci. Bonjour, combien de temps vous faut-il pour créer vos pulls et où trouvez-vous l'inspiration pour créer vos ouvrages ? Alors justement, une fois une dame m'a dit, mais je suis très surprise de voir que vous faites également du crochet. Oui, je ne fais pas que des podcasts sur le thème, je pratique aussi, heureusement, parce que sinon ce serait très compliqué de vous parler de différents sujets et d'être crédible en fait. Donc pour créer un pull, ça dépend. Je fais beaucoup de pulls pour enfants. Pour créer un pull pour enfants, je dirais qu'il me faut entre 7 et 8 heures peut-être. Pour créer un pull adulte, je dirais une bonne quinzaine d'heures. C'est compliqué parce qu'on compte rarement en heures. C'est le nombre de soirs où on va passer 2 heures dessus qu'on peut compter. Mais je dirais ça en termes de chiffres. Et pour l'inspiration, eh bien, je trouve l'inspiration partout. Je me balade dans la rue et je vois une dame qui porte un pull qui me plaît beaucoup. Je me dis, waouh, ça, je peux le faire et ça me plaît. Et puis tout de suite, dans ma tête, ça va se dessiner et je vais créer le pull. Ou même à la télé, une série, je vois une personne qui porte quelque chose et je me dis, ça, c'est pas mal, je pourrais le tenter. Donc voilà comment je trouve l'inspiration. Pour ce qui est des pulls pour enfants, je vais plutôt observer les animaux. J'aime beaucoup me baser sur des animaux, des petits singes, des pandas, des moutons, des lions. Déjà, c'est très facile d'accès parce que ce n'est pas protégé par des droits. Parce que si on se met à créer un Batman et un Pikachu, c'est fini. On sait que c'est un peu dangereux. Alors que personne ne viendra me trouver si j'ai créé un panda. Donc, il y a un côté un peu plus sécure, on va dire. Comment t'es venue l'idée de faire des podcasts ? Alors, je regarde une émission sur Canal+, qui s'appelle En Aparté, qui est en clair, si vous voulez la regarder. C'est une journaliste qui interviewe des stars de cinéma qui viennent de sortir un film, qui viennent faire la promotion de leur film, et on la voit pas. C'est juste une voix, ils se font interviewer, ils sont seuls dans un très bel appartement, et il y a plein de caméras dedans, et ils sont interviewés par cette voix. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Je me suis dit, cette idée de recevoir quelqu'un de différent à chaque épisode, c'est super. L'idée de la voix et de ne pas voir la tête de la personne qui interviewe, c'est super aussi, puisqu'on est vraiment concentré sur l'invité. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas tenter l'aventure ? Et je me suis lancée comme ça avec ma toute première vidéo il y a un tout petit peu plus d'1 an. Est-il difficile de se faire connaître sur YouTube ?
Oui, 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 c'est très long, c'est très compliqué. Je suis même pas encore monétisée par YouTube alors que ça fait 1 an que je fais ça tous les jours, tous les jours. Donc déjà, il y a ce côté très compliqué. Il est difficile de se faire connaître parce qu'il y a déjà tellement de personnes qui font des vidéos de crochet et qui ont des communautés énormes. Et une fois qu'une personne suit une créatrice, elle va pas aller voir ailleurs. Donc c'est très compliqué, surtout que je ne fais pas de tutos réellement, j'en en fais plus en tout cas. Et ce qui marche le plus, ben c'est ça, c'est les tutos, hein. Il suffit que je poste un tuto d'un pull et puis je vais avoir des vues qui décollent. Mais les podcasts où on interviewe des personnes, ça intéresse un petit peu moins et pourtant c'est ce que j'aime faire le plus. Donc c'est vrai que sur YouTube, c'est très compliqué et très long. Il faut être vraiment, vraiment patient et y être tout le temps. Donc un gros, gros travail. Arrives-tu à crocheter autant que tu le voudrais depuis que tu as ta chaîne YouTube? Je vais dire que oui. Je suis plutôt bien organisée. J'ai des temps où je fais mon podcast et des temps où je fais du crochet. Je fais plutôt du crochet le soir. Je peux faire aussi le podcast le soir tard. Ça dépend un peu de si j'ai du monde à la maison ou pas. Et en principe, oui, l'après-midi aussi, il peut m'arriver de crocheter pas mal. Donc ça dépend de ce que j'ai à faire et du retard que j'ai pris sur le podcast. J'arrive à bien jongler sur les deux sans problème. Est-ce que tu as déjà pensé à faire un café crochet sur WhatsApp ou Zoom? Non, je n'ai jamais pensé à faire ça. J'ai déjà pensé à donner des cours de crochet en live derrière ma caméra. Mais de faire un café crochet, ça peut être pas mal, bien que avec Internet, ça peut aussi beaucoup bugger et du coup être un peu compliqué en gestion et de ne pas se parler les uns sur les autres. Mais pourquoi pas, je ferai peut-être un sondage pour vous demander si ça vous tente et on peut se tenter un café crochet sur WhatsApp si c'est quelque chose qui vous plaît. N'hésitez pas à commenter, hein. Faites-vous une petite liste de tout ce que vous devez me mettre en commentaire et commentez, allez-y, et je verrai. Si ça vous donne envie, pourquoi pas faire un live YouTube ou un live WhatsApp pour se rencontrer avec nos crochets. C'est une bonne idée. Alors, as-tu un autre travail en plus de ta chaîne YouTube? Oui, comme je le disais, la chaîne YouTube, ça ne nourrit pas. Donc il faut un autre travail. Je ne fais pas partie de ces chanceuses et chanceux qui arrivent à vivre de leur art. Bien que mon autre travail est quand même un travail très sympa puisque je gère des chambres d'hôtes. Alors je suis dans l'accueil, le partage et tournée vers l'autre. Et c'est très intéressant. Parfois, on fait de très belles rencontres. Donc voilà, je fais ça en plus de ma chaîne. Quelle rubrique tu aimes le plus faire? Je dirais que j'aime beaucoup les interviews. C'est très intéressant, surtout que je me spoile pas, je reçois l'interview et je le garde précieusement de côté. Et quand je fais l'épisode, je le découvre et comme ça, je suis plus spontanée sur les réponses que j'apporte en direct. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a des interviews où j'ai dû mettre pause parce que je rigolais beaucoup. Je pense notamment à l'interview de Valentin, qui est Valentin C. Dans les épisodes précédents, j'ai pas mal rigolé sur celle-ci. Et oui, c'est vraiment un moment sympa où j'ai l'impression d'être en tête-à-tête avec le créateur ou la créatrice et d'avoir un vrai échange. J'aime beaucoup cette partie. Et dernièrement, j'aime bien vous présenter des livres aussi. C'est quelque chose qui me plaît aussi de farfouiller dans le livre, de déceler les points positifs, les points négatifs pour vous en parler clairement. C'est quelque chose qui m'intéresse bien. Comment tu cherches les créations sur Instagram? C'est des comptes que tu suis ou c'est autrement? Alors, c'est vrai qu'à chaque épisode, je vous partage des créations que je trouve sur Instagram, donc la rubrique Vos créations. Je me balade en fait, je farfouille, j'ai même parfois des personnes qui m'envoient des créations et ça va me lancer sur un sujet de création et je vais vous partager ces créations-là. Dernièrement, c'est moins compliqué parce que je prends les créations qui sont en lien avec l'invité. Donc, je n'ai qu'à farfouiller dans les créations où l'invité a été tagué et puis je trouve facilement et je le fais vraiment au coup de cœur, hein. Je prends les créations qui me plaisent, qui m'interpellent. Sinon, avant, oui, je perdais plus de temps à fouiller longtemps sur Instagram parce que c'est compliqué de sortir de sa bulle d'abonnés. On a toujours les mêmes abonnés, les mêmes créations. Donc, je suis contente d'avoir changé ma méthode pour pouvoir ouvrir les portes à d'autres comptes qui ne sont pas sous mes yeux. Préfères-tu crocheter ou parler de crochet?
Je préfère parler de crochet en crochetant. Est-ce qu'on peut choisir cette réponse? Parler de crochet, oui, j'aime beaucoup en parler parce que c'est une passion forcément. Et crocheter, j'aime beaucoup aussi parce que c'est une passion. Voilà. C'est vrai que certains ouvrages sont plus longs quand on tourne en rond avec des mailles serrées. C'est un petit peu moins intéressant, donc je vais avoir envie de parler crochet en même temps. Mais en principe, j'aime autant crocheter que parler de crochet. Combien de temps au total pour réaliser un épisode? Alors, j'ai essayé de me chronométrer l'autre fois, mais j'ai oublié de prendre en compte tellement de choses pour la création de l'épisode. Donc déjà, je vais commencer par l'interview. Ça me met dans l'ambiance de l'épisode. Ça me prend une bonne heure. Ensuite, je vais expliquer, je vais faire tout le texte qu'il y a autour, donc les créations, les différents sujets. Donc là, ça me prend aussi une bonne heure, donc il faut déjà 2 heures pour l'audio. Ensuite, il y a 1 heure de montage, de mettre les photos au bon format, de découpage, de tous les petits arrangements. Donc là aussi, ça prend un certain temps. Donc je pense que pour créer l'épisode en lui-même, il faut entre 4 et 5 heures. Ça dépend aussi de si l'invité parle beaucoup. Je vais mettre plus de temps, je peux aller jusqu'à 6 heures. Ensuite, il y a toute la partie communication où j'envoie des demandes à des invités. J'envoie énormément de demandes. Je fabrique les questions aussi. Donc pour chaque invité, ce sont des questions qui sont propres à la personne. En principe, il y a 2 ou 3 questions qui sont les mêmes, mais je vais farfouiller son site, son Instagram, je farfouille son univers pour pouvoir connaître mon sujet correctement avant d'envoyer mes questions. Donc ça aussi, ça me prend un certain temps. Après, une fois que l'épisode est bouclé, il faut aussi que je crée la miniature que je vais mettre sur YouTube, donc l'image. Je vais aussi créer la description dans YouTube. Je vais faire une grosse pub sur plusieurs groupes Facebook. Donc ça me prend énormément de temps. Je contacte chaque créatrice qui était dans la rubrique Vos créations pour la prévenir que sa création est en ligne. Donc ça me prend aussi beaucoup de temps. Voilà. Après, il y a toute la promotion qui est très longue. Donc pour faire la totale, je dirais entre 8 et 10 heures, quoi. Le temps d'un pull au crochet presque. Hein. Ouais, je dirais plutôt 8 heures, 8 bonnes heures pour tout faire. Si on prend en compte les mails, les questions, le montage, voilà le temps qu'il me faut pour un épisode. C'est pour ça que je n'en fais qu'un par semaine. La dernière question. Bonjour, je vous ai découvert depuis peu, j'adore vos podcasts, mais pas que. J'aimerais savoir comment vous vous êtes lancé dans cette aventure. Donc comme je le disais précédemment, je me suis inspirée de cette émission télé en aparté, mais j'ai aussi fait une recherche sur Internet. Je me souviens d'un jour où je voulais crocheter et que je cherchais une vidéo à me mettre en fond pour me tenir compagnie. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas s'écouter un petit podcast de crochet? Et je suis tombée sur des tas et des tas de vidéos de créatrices qui se prennent en gros plan, qui sont en premier plan et qui montrent tout ce qu'elles ont créé, tout ce qu'elles vont créer, les fils qu'elles utilisent. J'en ai regardé un petit peu, je me suis dit, en fait, c'est pas très sympa ce que je vais dire, mais en toute honnêteté, je m'en fiche un peu. C'est intéressant de voir les créations des autres, je les vois sur Instagram, mais de me faire expliquer pendant un quart d'heure, moi j'ai crocheté ça comme ça, parce que ci, parce que ça, j'ai pas trouvé ça très intéressant personnellement. Donc j'en ai cherché d'autres et j'en ai pas trouvé. Je n'ai trouvé que des personnes, que des créatrices faisant ça, se filmant au premier plan en disant j'ai crocheté ci, j'ai crocheté ça. Et je me suis dit c'est dingue qu'il n'y ait pas un côté un peu plus culturel, un côté un peu plus axé sur les autres au crochet. Où j'ai pas trouvé. Alors j'en ai trouvé un petit peu en anglais, mais ça finit vite par dévier sur le côté j'ai créé ci et j'ai créé ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas être moi la personne qui va un petit peu tenter ce côté. D'ailleurs, c'est pour ça que mes premiers épisodes ont beaucoup de rubriques comme évasion, cinéma. Je voulais donner un côté très culturel au crochet. Je voulais que cet épisode ne vous serve pas qu'à avoir du crochet sous les yeux, mais aussi puisse vous faire un peu voyager et vous changer les idées. J'ai un petit peu arrêté parce que j'ai remarqué que ces rubriques ne vous plaisaient pas trop, bien qu'elles étaient assez intéressantes à mon sens. J'ai eu pas mal de demandes de personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi t'as arrêté la rubrique cinéma ? Je la trouvais super ». Et là, j'ai réalisé un vote dans l'onglet « Communauté » de la chaîne YouTube pour savoir si vous vouliez le retour de cette chaîne cinéma.
Et les votes ont été sans appel, j'ai envie de dire 71% de non contre 29% de oui. Et je me suis dit, bon, désolé pour les 29%, mais du coup, ça fait pas beaucoup. Donc voilà, c'est pareil. Dites-moi si vous voulez, est-ce que j'écoute ce sondage ou est-ce que j'écoute les personnes qui me demandent et qui veulent se tenir au courant des dernières sorties cinéma. À vous de me dire, mais pour moi c'est un plaisir, j'y vais très souvent et c'est vrai que souvent les films au cinéma que je vais voir sont des films d'actualité, sont des films qui parlent de choses importantes d'aujourd'hui en fait. Et donc je pense que cette rubrique pouvait apporter un vrai plus. Même si on est sur un podcast de crochet, je trouve ça un peu dommage de se fermer que au crochet. Je pense qu'il y a d'autres horizons qui peuvent nous intéresser tout en crochetant. On se tient au courant de l'actu et l'actu cinéma, elle est plutôt agréable. Donc voilà. Un grand merci pour vos questions. C'était très agréable de prendre la place de l'invité, d'être sur l'autre chaise, on va dire. C'est ainsi que cet épisode va s'arrêter. Bien écoutez, j'ai réussi à faire un épisode assez long toute seule, donc c'est pas mal. Je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle invitée, qui sera Alison de Morit Magazine, qui malheureusement j'ai vu qu'elle allait stopper son magazine. J'ai ses réponses depuis un petit moment, j'espère qu'elles seront toujours au goût du jour. Donc ce sera un épisode doublé en français puisque Alison ne parle pas français et j'espère que ça vous plaira. Je pense que ça va être très intéressant. Un grand merci pour votre écoute, pour votre soutien, pour votre présence. C'est un plaisir pour moi de réaliser ces épisodes et de partager autant de choses avec vous. Je vous dis à très vite. Bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui ne le sont pas. Et à bientôt!